bienvenue à l'université Paris-Dauphine. Hein. Vous avez bravé la neige et le froid pour venir jusqu'à nous. Donc vous êtes doublement, à la fois doublement remerciés. Puis on espère que les éclairages apportés ce soir vous réchaufferont pour le retour. Et en tout cas, qu'on vous apprendra beaucoup. On l'espère et on le pense fortement. Donc, bienvenue à l'université Paris-Dauphine, dans cette salle Raymond Aron, hein, ancienne salle du Conseil du siège de l'OTAN, qui est quand même un haut lieu de prise de décision. Or, améliorer la qualité du processus de décision dans des contextes plus ou moins conflictuels et en tout cas assez incertains, c'est probablement l'objectif clé de cette chaire intelligence économique et stratégie des organisations. Donc, toute l'équipe d'enseignants-chercheurs et plus largement de l'ensemble des experts avec lesquels nous travaillons, nous travaillons sur la maîtrise de l'information sensible pour la compétitivité d'une entreprise et plus largement d'ailleurs d'une organisation. Alors, qu'appelons-nous information sensible ? C'est l'information qui permet de valider ou d'invalider des paris, des hypothèses à risque sur lesquelles se prennent des décisions stratégiques, des paris sur lesquels se font des choix structurants pour l'avenir de l'entreprise. Notre objectif, c'est d'éclairer ces paris, de s'assurer qu'effectivement, ce sont les bons, et si ce ne sont pas les bons, de pouvoir bifurquer à temps. Donc la chaire creuse son sillon sur 5 axes de travail. Les 2 premiers sont plutôt méthodologiques, les 3 autres sont plutôt sur des éléments de contenu, de transformation. Donc, on travaille sur la circulation de l'information sensible, sur les signaux faibles, la prospective. Troisièmement, sur la transition digitale, sur la transition énergétique et sur la transition géopolitique. Ces axes de travail se déploient dans 3 activités, la recherche, la formation et la dissémination. Alors, nous allons voir aujourd'hui plusieurs manifestations de cette chaire, pas toutes, mais plusieurs manifestations de cette chaire. La formation, tout d'abord, avec le prix du meilleur mémoire. C'est un prix qui est organisé, animé par notre collègue Lionel Garot. Merci Lionel pour le travail que tu fais, à la fois dans le contexte de cette chaire et plus particulièrement pour ce prix. C'est un prix qui nous permet de mettre à l'honneur nos étudiants, qui évidemment font que cette université existe, et puis de mettre aussi à l'honneur leur qualité, leur curiosité et puis les travaux qu'ils sont capables de produire. Donc merci à eux aussi pour à la fois leur curiosité et puis leur engagement dans nos formations. Également ce soir, nous donnons à voir ce que nous disséminons, c'est-à-dire finalement nous cherchons à diffuser les connaissances produites au sein de cette chaire, des analyses qui sont produites ici tout particulièrement par deux axes de travail de cette chaire, le cercle géopolitique évidemment, mais également l'axe qui tourne autour des questions de transition énergétique dans le contexte de cette table ronde. Donc, je voudrais remercier tout particulièrement le professeur Patrice Geoffron pour son investissement aussi sur cet axe de transition énergétique qui est assez systémique, qui touche l'ensemble des activités de nos entreprises. Et puis également le professeur Bernard Guillochon, qui est notre grand Manitou de ce soir, pour l'organisation et l'animation de cette soirée, qui s'est donné beaucoup de mal pour avoir notre ambassadrice d'épaule qui a une grippe ce soir et qui ne pourra se joindre à nous, mais je te laisserai présenter avec beaucoup plus de brio nos intervenants et nos experts ce soir. C'est à toi, Lionel, et honneur à nos étudiants. Bien, bonsoir à tous. On va prendre juste quelques minutes en introduction de cette table ronde pour décerner le prix du meilleur mémoire 2017 en intelligence économique et stratégie des organisations. Donc ce prix, c'est donc la 6e édition du prix que nous remettons ce soir. Prix qui est ouvert aux étudiants de Master 1 et de Master 2, non seulement de l'Université Paris-Dauphine, mais aussi d'autres universités, à partir du moment où le mémoire a été fait dans une université ou école française. Alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est un petit peu de décrypter les tendances aussi sur lesquelles travaillent nos étudiants.
Donc parmi les nombreux mémoires en fait, qu'on a reçus pour cette 6e édition, je me suis permis d'essayer de faire un petit peu une analyse des tendances, et donc j'ai retrouvé trois grandes tendances sur les travaux qui intéressent nos étudiants. Premièrement, l'analyse de l'environnement, soit réglementaire, soit effectivement sur la mutation des secteurs, comment est-ce que les secteurs évoluent. Deuxième tendance, très marquée sur les intérêts sociétaux à partir d'une perspective business, en particulier des mémoires sur les stratégies bottom of the pyramid, sur les smart cities ou sur les secteurs de la santé. Et puis enfin, un troisième axe qui est très clairement dans l'air du temps, sur les business models et le digital. Alors, je vais, sans plus tarder, annoncer les 3 finalistes. Donc les 3 finalistes sont Hélène Dacor du Master 2 IREN, master qui est co-organisé par Paris Sud, Télécom Paris et Dauphine, pour donc son mémoire « L'importance de la proximité entre les fonds de venture capital et les startups digitales dans les stratégies d'investissement », qui s'est focalisé sur le cas du cluster de New York. Deuxième mémoire finaliste, Pauline Coriou du Master de Business Transformation de l'Université Paris-Dauphine, avec une problématique « Comment l'innovation technologique transforme les business models » et qui a donc fait particulièrement son mémoire sur le cas de la valorisation de la donnée au sein du secteur de la distribution en faisant son stage chez IBM. Et enfin, Émilie Kuhlmann, étudiante de Master 1 qui est finaliste, Management stratégique et conseil de l'Université Paris-Dauphine, pour son mémoire « Compétences décisionnelles, conceptualisation, compréhension, explicitation ». Alors sur ces finalistes, nous avons 2 des 3 finalistes qui sont présents. Je vais leur demander de venir ici. Donc tout d'abord, Hélène Dacor, si vous voulez bien, nous présenter votre mémoire comme convenu en 3 minutes. Et puis ensuite, Émilie Kuhlmann. Et après ceci, nous désignerons la lauréate. Je vais moi aussi vous parler de pôle ce soir, mais d'un autre type. Je vais vous parler de pôle d'innovation, plus connu en France sous le nom de pôle de compétitivité. Ces clusters sont devenus des lieux incontournables de l'innovation, comme en atteste par exemple la présence de Sanofi à la tête du pôle de compétitivité Medicine. Quand on parle de cluster, on parle évidemment de la Silicon Valley, l'exemple que tout le monde a cherché à reproduire. Je vais ce soir, moi, vous parler d'un autre cluster singulier, le cluster financier de New York, qui me semble tout aussi important à l'ère du numérique. On sait que New York est un cluster financier d'envergure mondiale, mais sait-on qu'il est devenu lui aussi un cluster d'innovation de même rang ? En 20 ans, le taux de création de start-up dans la Boswash a dépassé celui du cluster californien. Désormais, les start-up dans les fintech, dans les médias ou dans le e-commerce sont lancées à New York. Comment expliquer cela ? Pourquoi la proximité géographique entre les acteurs financiers et les startups digitales est-elle si stratégique aujourd'hui ? Telles sont les questions que je me suis posées. Au fond, le progrès technologique dans le numérique est aujourd'hui assez prévisible. La grande inconnue est plutôt du côté des nouveaux services digitaux, des nouveaux marchés, des nouveaux acteurs et de leur business model. Mon hypothèse est que dans ce contexte nouveau, la concentration dans un même espace géographique de fonds de venture capital et de start-up est nécessaire pour gérer l'incertitude. Pour approfondir cette question, j'ai réalisé une vingtaine d'entretiens avec des venture capitalistes, des entrepreneurs et d'autres acteurs du cluster new-yorkais entre les mois de février et de mai 2017. Mes résultats sont que l'incertitude est tellement grande pour les venture capitalistes qu'ils doivent penser avec leur tripes, pour reprendre leur expression. Ce qui implique des contacts physiques réguliers, quotidiens au sein de l'écosystème. J'ai identifié 3 raisons à cela. Tout d'abord, la capacité d'explorer le futur. Ce qui hante les venture capitalistes n'est pas tant de sélectionner un mauvais projet que de rater le projet du siècle. Pour cela, il faut rester à l'écoute et partager des connaissances stratégiques. Deuxièmement, la certitude, la seule certitude dans ce contexte d'incertitude, c'est la confiance entre partenaires. Cela passe par des relations interpersonnelles fortes qui marchent à l'instinct. Enfin, la proximité est nécessaire pour gérer la temporalité particulière de l'incertitude. Il faut savoir d'un côté être très réactif et de l'autre
accompagner le projet dans la durée, dans ses sauts successives, où se joue à chaque fois la survie de la start-up. Pour résumer, ce que cherchent tous ces acteurs clusterisés, c'est à transformer l'incertitude en risque, c'est-à-dire en quelque chose de gérable. Quels enseignements en tirer pour nous ? D'une part, non pas seulement souligner l'importance des venture capitalistes, mais aussi le rôle de leur concentration géographique dans la transformation numérique. À cet égard, les grandes métropoles comme Paris ont un rôle incontestable pour structurer ces filières. D'autre part, plusieurs enseignements peuvent être tirés pour les pôles de compétitivité. Les pouvoirs publics ne doivent plus y investir, mais s'y investir, et par là même renforcer l'attractivité des territoires. La proximité peut être déclarée de fait, l'innovation ne peut pas. Bonsoir à tous. C'est à la lecture d'un article intitulé « Une entreprise nomme un robot à son conseil d'administration » que mes premières réflexions sur les compétences décisionnelles émergent. Je découvre alors une réalité contradictoire. D'un côté, les intelligences artificielles de la Silicon Valley développent des compétences de plus en plus complexes, à tel point que le site L'ère du numérique nous révèle que dans 45 ans, l'intelligence artificielle surpassera les humains et réalisera n'importe quel travail. D'un autre côté, le PDG de Blablacar lui-même répond que les robots ne sont pas prêts de remplacer les humains. Quelle est alors la relation entre les hommes et les machines dans le processus de prise de décision stratégique ? S'agit-il d'une collaboration, et dans ce cas-là, quelles en seraient les frontières, ou bien s'agit-il d'une soumission ? Cela nous invite à étudier ce que l'homme, en tant que décideur stratège, apporte à la prise de décision stratégique qui le différencierait des machines et le rendrait unique. Afin de répondre à ces questions, j'ai étudié les compétences décisionnelles tacites, c'est-à-dire celles qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui structurent les raisonnements cognitifs internes aux stratèges. La littérature de sciences de gestion révèle 4 compétences décisionnelles tacites. L'intuition, l'expérience, l'émotion et les biais, comme par exemple l'arbitrage entre intérêts individuels et collectifs. Cette étude analytique a été complétée par une étude empirique, au sein de laquelle j'ai rencontré différents stratèges aux horizons hétérogènes. Des entrepreneurs, des membres de comités d'entreprise multinationales, un freelance ainsi qu'un président d'université. Mon étude de terrain révèle 2 dimensions supplémentaires aux compétences tacites. D'abord, il ne faut pas seulement être intuitif, il faut également être réactif. Ensuite, il y a un jeu collectif à prendre en compte, de telle sorte que ce n'est pas nous qui fixons les règles, ce sont les autres, explique Laurent Bach. Se pose alors la question, dans quelle mesure les compétences décisionnelles tacites peuvent-elles être rendues explicites et reproductibles ? Mon étude révèle 2 types d'explicitation. D'abord, une explicitation technique, où l'homme, au travers du paramétrage de la machine, ici l'intelligence artificielle, devra rendre explicites les schémas internes qui structurent sa prise de décision. Ensuite, une explicitation humaine, au travers des échanges verbaux entre les collaborateurs qui permettent d'une part de transmettre leurs connaissances et de défendre les motivations de leurs choix. L'enjeu managérial de mon travail de recherche réside dans la reconnaissance d'un nouveau facteur clé de succès. En effet, les acteurs qui réussiront sur le marché de demain à se différencier de leurs concurrents seront ceux qui comprendront que le facteur clé de succès de leur organisation réside dans l'apprentissage de la collaboration entre les hommes et les machines. La machine n'est plus seulement un appui dans la prise de décision, elle devient une composante à part entière du processus qui nous permettra sûrement, d'ici quelques années, de prendre des décisions sous le prisme de la rationalité illimitée. Merci beaucoup pour ces 2 brillantes présentations. Alors le jury s'est réuni, on doit dire que c'était pas facile de départager nos 3 candidates. Pauline Coriou n'a pas pu venir, elle est en déplacement professionnel et n'a pas pu se libérer. Et donc il est maintenant temps d'annoncer la lauréate qui est donc Émilie Kuhlmann pour son mémoire sur les compétences décisionnelles. Alors,
Juste un mot avant de vous laisser la parole. Simplement, ce qu'a souligné le jury dans ce mémoire, la finesse d'analyse sur un sujet qui est extrêmement difficile à traiter. Travailler sur les compétences décisionnelles tacites était vraiment un challenge que vous avez su relever avec brio. La compréhension des enjeux technologiques dans la prise de décision qui nous a paru extrêmement importante. Et puis le fait que, en tant qu'étudiant de M1, vous ayez vous confronter au travers d'entretiens à des stratèges de 7 entreprises différentes. Et donc, toutes nos félicitations. Alors, d'abord, avant tout, ce mémoire, je pense particulièrement à ma directrice de mémoire, donc Julie Mayer, qui est présente ici ce soir. Donc, merci beaucoup. Voilà, son aide dans la mise en forme, dans l'orientation de mes recherches a été vraiment très, très précieuse pour arriver à ce travail final. Je pense également tout particulièrement à l'équipe pédagogique de l'Université Paris-Dauphine qui, durant toutes ces années, durant ma première année au sein de cette prestigieuse université, ont contribué aussi à alimenter mes réflexions sur les compétences décisionnelles tacites. Je remercie également la chaire Intelligence économique et stratégie des organisations pour cette belle opportunité, cette visibilité d'un travail de recherche où je suis particulièrement contente qu'il va pouvoir être utilisé. Et puis, bien sûr, je pense tout particulièrement à mes parents pour leur soutien inconditionnel voilà, dans ce travail de recherche. Merci beaucoup. Bien, mais merci à vous. Je crois que voilà, on est très fiers de vous et très fiers aussi de pouvoir valoriser votre travail qui sera visible et diffusé sur le site de la chaire. Et puis également une vidéo associée pour qu'on puisse, sur un temps plus court, prendre connaissance de vos mémoires. Donc bravo et on est très fiers de vous. Merci. Je crois que maintenant, on va entrer dans la phase, on va travailler sur les enjeux de l'Arctique, qui est une table ronde sur laquelle on a discuté depuis quelques temps avec Bernard Guillochon, avec le professeur Guillochon, pour justement voir à la fois les différents enjeux, discuter des différents enjeux de ces routes qui se constituent, de cette glace qui fond. Il y a des enjeux évidemment climatiques qui se définissent. Et puis aussi, au-delà de ça, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue à la fois commercial, économique, pour nos organisations. Donc un grand merci au professeur Guillochon pour avoir organisé cette table ronde et je vais te laisser également remercier nos intervenants. D'accord, merci. Merci Stéphanie. Comme tu viens de le dire, effectivement, la région arctique est une région où il existe un grand nombre d'enjeux, des enjeux qui se recoupent d'ailleurs, mais je pense que pour la clarté des débats, il était préférable de les envisager un peu les uns après les autres, même si je suis à peu près persuadé que les intervenants auront des choses à commenter sur les interventions des autres, et si un certain nombre de thèmes seront vus sous plusieurs angles complémentaires. Donc, vous savez tous, en gros, qu'on peut voir 4 enjeux. Les enjeux environnementaux, donc le réchauffement climatique provoque la fonte des glaces qui elle-même engendre des perturbations climatiques extrêmement graves.
dont les conséquences sont à la fois dans la région arctique elle-même et dans l'ensemble du globe, ce qui fait que le problème n'est pas qu'un problème de bassin, on va dire, autour du pôle Nord, mais également un problème probablement mondial. Des enjeux économiques parce que, évidemment, il y a des possibilités probables, mais les intervenants nous le diront, d'exploitation plus intéressantes si justement le climat évolue. Mais sont-elles si intéressantes que cela? Faut-il y aller? Est-ce que les routes à la fois du nord-ouest et du nord-est, la route du nord pour les Russes, sont des routes praticables? Combien de temps sont-elles praticables? Est-ce que économiquement l'enjeu est réaliste, etc. Des enjeux politiques, bien sûr. Les 5 pays riverains ont tendance à considérer ce bassin un peu comme leur mer Méditerranée pour les Latins, quoi, le Mare Nostrum, alors qu'en réalité, on peut penser que l'Arctique, c'est un enjeu global et pas un enjeu uniquement des 5 riverains dans lesquels la Russie tient un rôle évidemment tout à fait essentiel. Enfin, des enjeux militaires, puisqu'on sait que notamment pendant la guerre froide, ça a été un lieu d'observation, de lutte même et d'armement. Le problème de la démilitarisation est d'ailleurs à l'ordre du jour. Voilà, pour parler de tous ces problèmes, nous avions donc invité Ségolène Royal. Comme l'a dit effectivement Stéphanie, elle ne peut pas venir. Elle m'a fait savoir il y a à peu près 1 heure, 1 heure et demie, qu'elle avait la grippe, qu'elle était dans son lit et qu'elle ne pouvait absolument pas se déplacer. Donc, évidemment, c'est un cas de force majeure. Donc, je me tourne vers les autres intervenants que je remercie particulièrement, puisqu'ils vont animer cette table sur tous les enjeux dont je viens de parler. Donc, M. Thierry Garcin, qui est géopolitologue, qui a été notamment maître de conférence à HEC, à Sciences Po, qui a tenu très longtemps une rubrique sur France Culture sur la géopolitique, a écrit beaucoup qui a fait beaucoup de contributions sur la géopolitique et qui a notamment écrit un livre de référence géopolitique de l'Arctique, justement, chez Economica. Également Patrick Geoffron, professeur à Dauphine, mon collègue et ami, comme on dit dans ce cas-là, mais ce n'est pas qu'une formule, qui est directeur du CGEMP, Centre géopolitique de l'énergie et des matières premières, qui appartient au LEDA, au laboratoire d'économie de Dauphine, et qui est notamment spécialiste des questions énergétiques, climatologiques, mais aussi commerciales. Et Madame Barbara Kunz, qui est chercheuse au CERFA, Comité d'études des relations franco-allemandes, rattaché à l'IFRI, l'Institut français de relations internationales, et qui a beaucoup travaillé, notamment sur les problèmes de sécurité dans la région de la mer Baltique. Voilà, alors, avec l'accord de nos intervenants, je propose cet ordre. D'abord, donc, Patrice Geoffron nous parlera un peu des enjeux climatiques et beaucoup, sans doute, des enjeux économiques qui sont très liés. Ensuite, Barbara Kunz nous parlera des enjeux politiques. Et puis, M. Thierry Garcin nous parlera, pour finir, des enjeux militaires. Alors, c'est un débat qui peut être très ouvert. Évidemment, les intervenants peuvent faire autant de commentaires qu'ils le souhaitent. Ils seront très bienvenus sur les interventions des autres. C'est toujours un peu comme ça qu'est conçue une table ronde, bien sûr, comme vous le savez. Et puis, quand tous les intervenants seront intervenus, auront intervenu, vous aurez la parole comme d'habitude. Voilà, je cède la parole à Patrice. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là parmi nous, malgré des circonstances peu propices à se réunir. Cela dit, nous sommes de chaud pour 1 heure et demie. Et donc, on va essayer de partager cette 1h30 utilement. Tu as manifesté ton amitié. J'y suis très sensible parce que ça fait par 2 fois que tu m'invites à parler sur ce sujet sur lequel j'ai des compétences assez lointaines. Donc j'y vois soit de l'aveuglement, soit une marque d'amitié, et je me plais à penser que c'est plutôt de l'amitié. Alors c'est un sujet qu'on suit d'assez loin, mais avec une certaine continuité néanmoins, parce que dès lors qu'on se préoccupe de matières premières, d'énergie et de changement climatique surtout, c'est évidemment un sujet sur lequel on est dans l'obligation d'être en veille, ce qui est le cas depuis une dizaine d'années, ce qui nous avait notamment donné dans différentes circonstances l'occasion d'échanger avec le prédécesseur de Madame Royal, Michel Rocard, sur ces sujets dont il s'était passionné et dont je vais m'efforcer de vous parler pendant une vingtaine de minutes.
trajectoire que nous allons partager est une espèce d'ironie parce que, schématiquement et en quelques mots, l'Arctique est en train de se dégager à différentes périodes de l'année, et en particulier l'hiver, ce qui n'était pas prévu. Tout ça procède du réchauffement climatique, avec toute une série de conséquences en termes économiques, qui est de dégager les passages qui peuvent être propices au commerce international, et notamment la Chine a de grandes préoccupations, qui est de parvenir à organiser des flux est-ouest, en particulier au travers du grand projet de route de la soie. On peut dire que de ce point de vue, la route qui est en train de se dégager pour ce qui est du commerce international pourrait concourir à être une forme de dérivation de cette route de la soie, en tout cas à s'inscrire dans cette logique. Et le fait qu'on en parle dans ces termes n'était pas prévu il y a quelques années. Par ailleurs, en termes énergétiques, du pétrole, du gaz surtout, et puis un certain nombre de minerais deviennent disponibles, font l'objet évidemment de querelles de frontières, notamment parce que les droits ne sont pas très parfaitement alloués, mais mes deux camarades à cette table ronde en parleront de manière beaucoup plus précise que je ne le ferai. Et donc, c'est ce en quoi cette affaire est une affaire assez ironique et très inscrite dans la globalisation, parce que finalement, il y a une espèce de cercle qui n'est pas que vertueux, disons-le, dans lequel le réchauffement climatique dégage ses ressources peuvent être exploitées, éventuellement concourir également au réchauffement climatique. Alors cette affaire, évidemment, elle est plus complexe si on essaie de la regarder plus précisément d'un point de vue énergétique, parce que dans cet espace, on va trouver du gaz, et notamment du gaz qu'on va liquéfier, et qui, lui, va s'inscrire de manière, cette fois, plutôt positive dans la transition énergétique. Schématiquement, si ce gaz, en particulier, est acheminé en Chine, et si en Chine, il se substitue à du charbon, à ce moment-là, on a globalement un bilan qui est plutôt positif, et donc qui concourt et qui est compatible avec la lutte contre le changement climatique. En revanche, si dans ces espaces sont exploités du pétrole, et sous réserve que ce pétrole puisse être extrait sans dangers environnementaux graves et sans risque irréversible, là, de fait, il est assez difficile de soutenir que ça peut concourir au changement, à la lutte contre le changement climatique. Voilà, pour vous donner en préambule quelques éléments sur la ligne que je vais m'efforcer de développer, donc qui commence par cette réduction irréversible de la banquise. Il y a simplement deux chiffres qui sont à comparer. Celui qui est en haut à gauche et qui relève du début des années 80, dans lequel on avait à l'automne à peu près 8 millions de kilomètres carrés qui étaient couverts en glace. Alors il y a des variations d'une année sur l'autre, mais c'est la raison pour laquelle il y a peu d'intérêt à comparer des années qui suivent. En revanche, dès lors qu'on a une quarantaine d'années de recul et qu'on a une division qui n'est pas loin d'être une division par deux, de toute évidence, il se passe des choses que seuls des climato-sceptiques peuvent ne pas associer aux activités humaines et donc schématiquement à la dynamique du changement climatique, surtout sur une période qui est une période aussi courte. Et il y a peu d'explications susceptibles d'être plausibles, encore une fois, que les effets anthropiques, notamment du modèle énergétique, conduisant à cette réduction. Si on essaie de se projeter un peu dans l'avenir, là, à nouveau, on ne va pas entrer dans le détail, mais retenons simplement qu'on a là 4 scénarios qui sont établis par le GIEC. Donc vous savez que le GIEC, c'est le groupement des scientifiques qui sont mandatés par l'ONU pour analyser, compiler et extraire les messages essentiels des travaux scientifiques liés au changement climatique et à ses effets. Et vous avez donc ces 4 scénarios qui correspondent donc à ces visions et ces projections à la fin du siècle du pôle Nord. Et on est à nouveau en septembre. Rituellement, c'est le moment où cette mesure s'opère. Et on voit, donc vous avez, encore une fois, je ne vais pas entrer dans le détail, mais en tout cas, vous avez 4 scénarios qui modélisent des concentrations croissantes de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Le premier qui est en haut à gauche est le seul qui soit compatible avec le scénario du 2 degrés, c'est-à-dire celui qui est inscrit dans l'accord de Paris et qui doit limiter la progression
de la température à 2 degrés. Et donc, si on a une dérive qui peut nous conduire au scénario qui est en bas à droite et qui prévoit, lui, une concentration 3 fois supérieure à celle du scénario du 2 degrés, eh bien, on aurait à ce moment-là une disparition totale de la banquise en hiver. Donc avec une accélération d'un phénomène qui est un phénomène d'ores et déjà observable, avec un effet que Barbara notamment vous projettera, qui est de dégager des routes qu'on n'entrevoit pas nécessairement très bien ici, mais avec une route vers le nord-ouest et une route vers le nord-est. Et l'idée étant que notamment la route du nord-est qui était interdite parce que entravée par les glaces toute une partie hivernale, désormais peut se trouver, alors évidemment pas par n'importe quel type de navire, mais en tout cas peut être fréquentée par des méthaniers qui vont transporter du gaz liquéfié, de telle manière à ce que puisse se dégager cette nouvelle route du commerce international, dans un premier temps plutôt du commerce gazier, enfin ce n'est pas uniquement du commerce gazier à l'heure actuelle, mais qui pourrait éventuellement s'étendre. Et ce que vous trouvez lorsque vous compulsez un petit peu les travaux relatifs à ces questions, voilà, c'est l'opposition de cette route du sud traditionnelle et qui organise le commerce international via le canal de Suez, et dans lequel, selon les estimations, vous avez une division à peu près par 2, selon qu'on passe par le nord ou selon qu'on passe par le sud. Ce qui d'ailleurs, et dès lors qu'on essaie de raisonner un peu avec la métrique du changement climatique, ne présente pas que des effets maléfiques, hein, puisque ces routes de transport réduites sont des routes qui vont permettre d'acheminer avec moins d'impact des supply chains sur cette distance qui est considérablement réduite, à la condition naturellement que le passage des bateaux qui utilisent du fuel lourd, etc., ne produisent pas des dégâts environnementaux. Donc, une manière de dire que, évidemment, on est en présence d'un phénomène qui est un phénomène particulièrement préoccupant. L'analyse qu'on peut en produire nécessite de manipuler un peu, avec un peu de discernement, les arguments. Et cette route du Nord est une route qui, d'un certain point de vue, par le raccourcissement qu'elle va permettre dans le transport des produits, peut présenter également quelques avantages. Si on procède à un rapide aperçu des ressources disponibles, cela avec beaucoup de réserve, parce qu'évidemment, on a une moins bonne connaissance de ces ressources il y a des gens qui ont une grande expertise autour de cette table de ces questions, donc je parle sous leur contrôle, mais l'idée qui se dégage, c'est que bien qu'ayant une moins d'historique de forage dans ces zones qu'en Arabie Saoudite, les ordres de grandeur sont des ordres de grandeur assez considérables, avec de l'ordre de 90 milliards de barils de pétrole, environ 300 milliards de barils équivalents pétrole pour ce qui est du gaz. Donc avec une dominante gaz, qui est un élément tout à fait important et qui justement peut concourir peut être compatible avec la transition énergétique. Et avec, ça c'est une difficulté, entre 80 et 90% de ces ressources qui sont offshore. D'où, Barbara et Thierry vous en parleront sans doute, d'où la dimension géopolitique, parce que la revendication de ces ressources, évidemment, peut faire l'objet de plus de litiges et de discussions que si on est en exploitation sur la terre ferme, où là, les problématiques de délimitation des droits de propriété ne sont pas du même ordre. Et puis on pourrait considérer qu'accessoirement, on est susceptible de trouver du diamant, de l'or, de l'uranium et des tas de choses, donc qui concourent à cette idée qu'on a potentiellement des ressources de très grande valeur. Alors la notion de valeur, et vous verrez pour quelle raison, évidemment étant à mettre entre parenthèses. Ce qui est intéressant, et je vous invite à regarder, même si c'est assez difficilement lisible, c'est de regarder également l'allocation entre les pays, entre le Canada, le Groenland, la Norvège et la Russie, et avec deux éléments essentiels. La partie qui est en jaune
procède du gaz, donc on a bien une dominante de gaz, et puis dans cet histogramme, la partie la plus importante va à la Russie, donc il y a également du pétrole, mais les enjeux sont plutôt des enjeux gaziers. Alors ces enjeux sont associés à deux types de risques. Tout d'abord, des risques d'exploitation. Ces risques d'exploitation, évidemment, ne sont pas du même ordre selon qu'il s'agirait à l'avenir, par hypothèse, d'exploiter du gaz ou d'exploiter du pétrole. Parce que le gaz, schématiquement, ne produit pas de marée noire, et les dégâts environnementaux d'une marée noire procédant d'une exploitation pétrolière dans cette zone pourraient avoir un effet, je ne sais pas comment le dire, mortel sur l'exploitant se risquant dans cette zone. C'est un petit peu ce qu'on a vu dans une zone différente dans le golfe du Mexique pour BP, et BP, in fine, a dû assumer un impact financier qui, dans l'ordre de grandeur, se mesure en plusieurs dizaines de milliards de dollars. Et donc évidemment, ce risque, il est plus important dès lors qu'on se rapproche des pôles, et en particulier du pôle Nord dont il est question ici, parce que les conditions d'exploitation sont extrêmes, et puis parce que la préservation des écosystèmes dans cette zone est un enjeu qui est tout à fait spécifique et qui est d'un ordre supérieur aux enjeux qu'on peut trouver par ailleurs dans des zones qui font déjà l'objet d'une exploitation, comme c'est le cas dans le golfe du Mexique. Le point sur lequel je vais insister à partir de maintenant, c'est moins sur la dimension du risque technique, dont je ne suis pas un expert étant économiste, mais plutôt sur les risques qui sont des risques, disons, marchands, et qui relèvent finalement de la confrontation de l'offre et la demande pour les ressources qui seraient susceptibles d'être exploitées. Donc ces ressources, on a bien compris qu'elles sont massivement, ou en tout cas plus massivement, du gaz. Il y a également du pétrole, et en fait sur ces deux types de ressources, dans le cadre de la transition énergétique et de la mise en œuvre de l'accord de Paris, on se retrouve tout de même avec une assez grande incertitude sur les volumes et sur les prix de ces ressources. Pour le prix du pétrole, il suffit de regarder ce que l'on a derrière nous pour vous donner matière à sourire. Dans cette université où on se préoccupe sur le très long terme du pétrole, du gaz, de l'énergie, on avait organisé il y a une petite dizaine d'années un magnifique... Non, c'était il y a moins de temps, on devait être en 2011 ou en 2012, un magnifique séminaire dont le thème était quid si le pétrole monte à $300. On devait être 2 ans avant que le pétrole tombe à $30. Donc vous dire le discernement dont on peut faire la preuve, mais au-delà de cette ironie, lorsque vous investissez dans ces projets, évidemment, il s'agit d'investir pour 20 ans, 30 ans, plutôt 30 ans, 40 ans, voire 50 ans. Et donc, il y a bien un moment où vous vous retrouvez face à un business plan dans lequel vous devez cocher des cases qui sont prix du gaz, qui sont prix du pétrole, qui sont éventuellement prix du CO2. Et on est dans la plus grande difficulté, à l'heure où nous parlons, et sans doute pour pas mal de temps, à avoir une idée à peu près précise de ces questions. Lorsqu'il a fallu par le passé développer des grandes infrastructures et stabiliser leur modèle économique sur le long terme, c'est le cas par exemple des gazoducs entre la Russie et l'ouest de l'Europe, on a signé des contrats de long terme à 20 ans, voire plus, qui permettaient de sécuriser ces infrastructures. Là, on se trouve à une période du temps où ces contrats de long terme sont généralement plus courts, plus difficiles à établir, et donc ça veut dire que concrètement, il y a des risques économiques qui sont des risques assez manifestes et qui vont servir, moi c'est mon hypothèse, qui vont servir de limitation, qui vont limiter la possibilité d'exploiter ces ressources. Et c'est ce que je vais m'efforcer en tout cas d'éclairer à partir de là. Alors tout d'abord pour une raison qui est que pour ce qui est du pétrole, de toute évidence, on est sur un marché qui est un marché mondial. Pour ce qui est du gaz, on s'oriente de plus en plus vers un marché mondial avec une convergence des prix entre les différentes zones. Et si on regarde la nouvelle carte du monde des fossiles, en prenant en compte le pétrole et le gaz non conventionnels, donc le pétrole et le gaz de schiste notamment, celui qui est exploité en Amérique du Nord, eh bien on voit apparaître cette nouvelle carte. Et donc dans cette nouvelle carte, il y a des zones, eh bien, notamment en Russie, dans lesquelles on va trouver ce type de ressources, ce qui n'est pas une grande surprise. Il y a des zones à l'intérieur desquelles on ne devait pas trouver
on ne s'attendait pas à trouver ces ressources et à pouvoir les exploiter, notamment aux États-Unis. Vous avez un tout petit pays par ailleurs qui s'appelle la France, dans lequel voilà, la sous-Dauphine est dans une zone assez large. Il y a probablement quelques milliards de barils de pétrole de schiste, et ces ressources, on ne les avait pas aussi clairement identifiées. Il se pourrait qu'à l'avenir, elles soient dans le jeu. Alors, elles sont déjà dans le jeu aux États-Unis. Les États-Unis, à l'heure actuelle, sont le premier producteur mondial de pétrole, à peu près dans des zones, dans des volumes qui se comparent avec l'Arabie Saoudite et la Russie. Et puis, les États-Unis sont en train de devenir un grand producteur de gaz, ce qui est le cas d'ores et déjà, et potentiellement un grand exportateur de gaz. C'est une manière de dire que toutes ces ressources qui sont dans l'Arctique vont devoir, pour être exploitées, se confronter à des ressources disponibles dans des tas d'endroits et avec lesquelles elles sont susceptibles d'entrer en concurrence. Donc on se retrouve avec une équation qui économiquement est assez compliquée. Il y a ces risques techniques, il y a des coûts d'exploitation qui vont être plus élevés que, évidemment, en Arabie Saoudite, là il n'y a pas de débat, évidemment au Qatar, qui est un grand acteur du gaz, et que dans un certain nombre d'autres endroits, de telle sorte que sur le long terme, l'espace économique de ces ressources n'est pas du tout évident. Alors, l'élément pour le gaz qui est un élément tout à fait intéressant, c'est qu'on va très probablement vers un avenir. Pour le pétrole, c'est probablement pas le cas, en tout cas on peut le souhaiter, en tout cas pour le gaz, dans lequel on va probablement vers un avenir dans lequel il y aura des besoins croissants de gaz, parce qu'encore une fois, les données du problème sont assez simples. Si vous remplacez du charbon par du gaz dans la production d'électricité, vous diminuez schématiquement à peu près par 2 les émissions de gaz à effet de serre pour avoir un ordre de grandeur. Et puis surtout, vous n'émettez pas les cochonneries qui polluent notamment les grandes métropoles en Inde et en Chine. Donc ça peut avoir des effets qui sont des effets tout à fait favorables, encore une fois, en termes environnementaux. Et les perspectives ici sont des perspectives de l'Agence internationale de l'énergie qui font plutôt référence et qui tendent à indiquer plutôt des besoins croissants en consommation de gaz et notamment en consommation de gaz liquéfié. Donc ça veut dire des débouchés pour notamment le grand gisement de Yamal dans lequel Total est investi et qui est en exploitation depuis peu et qui fait d'ores et déjà l'objet de livraisons via le méthanier qui a été baptisé Christophe de Margerie et qui est en fonctionnement maintenant depuis quelques mois. Donc tout ça pourrait conduire finalement à un scénario dans lequel ces ressources du Grand Nord seraient exploitées en matière gazière et pas en matière pétrolière. Si on essaie de mettre de côté le trop grand risque technique pour l'exploitation du pétrole, à ce moment-là, on pourrait se dire qu'il y a un espace économique pour le gaz, mais sauf que ces mêmes scénarios conduisent à dire que les Américains, et naturellement le Moyen-Orient, et en particulier le Qatar, et puis l'Afrique dans différents endroits, et puis l'Australie, pourraient être également très présents sur ce marché du gaz liquéfié. Parce qu'encore une fois, le gaz liquéfié, à la différence du gaz tuyau, il ne va pas nécessairement d'un point A à un point B. Le gaz liquéfié, les méthaniers peuvent le transporter et interconnecter différentes zones. Donc cet espace de concurrence va créer également des tensions sur l'exploitation du gaz en Arctique parce qu'il faudra que ce gaz fasse la démonstration de son efficacité économique, ce qui s'appréciera notamment en fonction de données de prix, etc., mais ce qui n'est pas garanti dans l'état actuel des choses. Revenons un petit peu sur le pétrole, sur lequel j'ai un avis qui est beaucoup plus tranché et moins prudent que ce que je viens de vous indiquer concernant le gaz. Ici, vous avez différents scénarios à long terme sur les prix du baril selon, disons, des scénarios plus ou moins compatibles avec l'accord de Paris. Pour être tout à fait clair, le scénario qui est vert, là, le scénario de Sustainable Development, c'est le scénario du 2 degrés. Donc le scénario qui est compatible avec l'accord de Paris. Et donc on voit bien que dans ce cas de figure, on a derrière tout ça des volumes, derrière les modèles qui permettent d'établir ce type de projection, on a des volumes de consommation de pétrole pour que le prix soit à 60 qui sont moindres évidemment que dans le scénario qui est en haut du business as usual. Donc à la fois il y a beaucoup moins de pétrole et puis le prix du pétrole est beaucoup plus bas.
Donc autant dire que si l'avenir est un avenir comme celui qui est en vert, eh bien, il n'y aura pas d'espace économique pour exploiter ce type de ressources, parce qu'il n'y aura pas les volumes et les débouchés requis in fine, et puis parce qu'on ne pourra pas exploiter, en dépit de toutes les hypothèses de progrès technique, il n'y aura pas moyen d'exploiter à $60 à terme du pétrole dans ce type d'environnement. Et il y a un deuxième scénario qui est en bas, qui a aussi son intérêt, le scénario des prix bas du pétrole, indépendamment finalement de considérations environnementales, etc. Il est possible que le prix du pétrole soit plus bas que ce qu'on avait anticipé il y a quelques années. À nouveau, la raison, on la trouve sur cette carte. Il y a des tas d'endroits du monde, et notamment aux États-Unis, au travers desquels on va pouvoir exploiter un pétrole qu'on n'imaginait pas exploiter et qui va se déverser d'une manière ou d'une autre sur le marché mondial et qui pourrait concourir à tirer vers le bas le prix du pétrole. Donc tout ça pour dire que les raisons qui pourraient conduire à se projeter à long terme vers un prix du pétrole suffisamment élevé pour aller exploiter du pétrole dans des endroits aussi difficiles, il est assez peu plausible que c'est, en tout cas, d'avoir suffisamment de garanties à long terme pour réunir ces conditions. Or, ces projets pour l'exploitation du pétrole, voilà, sont des projets qui peuvent s'envisager, j'imagine, si on est sensiblement au-delà de $100 et sensiblement au-delà de $100 pour suffisamment longtemps, et remplir ces deux conditions, sensiblement au-delà de $100 et pour suffisamment longtemps, est assez peu consonant avec les éléments dont on dispose à l'heure actuelle. Et au final, et en guise de conclusion, finalement, l'exploitation de ces ressources dans cette zone, donc on a bien compris qu'il faut différencier le pétrole et le gaz, et que concernant le gaz, il y a sans doute matière à s'inscrire dans la logique qui est ici et qui en fait est la logique de la transition énergétique. Ce que vous avez là, c'est une représentation que j'aime bien inscrire, y compris au chausse-pied et en tirant un peu sur la logique, mais inscrire dans toutes les occasions que j'ai de prendre la parole, parce que finalement ici on a la vraie signification de l'accord de Paris. Vous allez comprendre assez aisément, donc en bas on a l'échelle du PIB. Donc cette échelle du PIB, ici elle est logarithmique, donc ça écrase un peu, consiste à dire que depuis le début de l'ère industrielle, on a multiplié par 100 chaque année la richesse créée au niveau mondial. Et donc c'est la mécanisation, etc. Et puis la puissance des modèles énergétiques carbonés qui font qu'aujourd'hui on émet quelque part entre 30 et 35 milliards de tonnes de CO2, alors qu'aux origines il n'y avait pas d'émission nette de CO2. Et c'est ce qui concourt au changement climatique. On est d'ores et déjà à plus d'1 degré. Et si, conformément à l'accord de Paris, on veut rester sous les 2 degrés, ce qui n'est pas gagné, ça va supposer de faire ce looping. Et donc ce looping, c'est évidemment une révolution énergétique, mais ça va bien au-delà. Puisqu'il était question tout à l'heure de business model, c'est un changement du modèle macroéconomique mondial, ou dans le langage du management, c'est un changement de business model. Et donc il y a beaucoup de projets industriels qui étaient compatibles avec la partie croissante de ce modèle économique et qui ne trouveront pas nécessairement leur place dans l'autre partie. Alors on pourrait considérer qu'on peut mettre ça de côté et que finalement, notamment si on est américain ou notamment si on est russe, on n'a pas à se préoccuper de ce genre de choses. Simplement, ces projets à long terme, il faut les financer. Et donc il faut trouver des bailleurs de fonds qui vont s'associer aux risques des entreprises sur le très long terme et qui vont se soumettre au risque, qui est un risque, dans le vocabulaire économique, on parle de stranded assets. Qu'est-ce que c'est les stranded assets ? C'est des actifs économiques qui avaient leur sens sur la partie gauche du looping, qui ne sont plus rentables économiquement, qui ne trouvent plus leur place sur la partie droite. Et donc c'est une raison finalement alors c'est peut-être une vision d'économiste qui est une vision assez naïve, mais les économistes sont là pour ça, c'est notre côté poétique. Moi, la conclusion, en tout cas pour cette ouverture du débat, c'est que de toute évidence, le fait de dégager ces ressources va être l'objet d'enjeux et de conflits. Il me semble néanmoins que d'une part, il y a des concours qui vont être des concours positifs, notamment au travers de l'exploitation du gaz. Cette route maritime qui est en train de se déployer, si elle permet d'interconnecter l'Asie et l'Europe dans des conditions de transport qui sont préférables, eh bien,
Il me semble que c'est un élément à prendre en compte. Et par ailleurs, pour ceux qui pourraient poser problème, notamment l'exploitation de pétrole, il me semble qu'il y a toute une série de garde-fous, avec ou sans guillemets, qui relèvent de la nature des risques technologiques et de l'incapacité à assurer, à se couvrir contre ce type de risque. Et puis par ailleurs de la mécanique économique qui ne laissera probablement pas, en tout cas c'est mon hypothèse, d'espace économique pour aller exploiter du pétrole dans cette zone du monde. Voilà, j'ai été trop long ou trop court, je ne sais pas très bien, mais là, je vous remercie. Parfait. Bon, merci beaucoup, Patrice. D'abord, je te remercie de mettre un peu de poésie dans notre métier, parce que c'est vrai que les économistes, en général, on est considérés comme plutôt des casse-pieds qui regardent que les statistiques. Et c'est vrai qu'il y a probablement un peu de poésie. Et puis, je te remercie aussi c'était parce assez que, ironique. oui, mais quand même. Je te remercie aussi parce que finalement, tu donnes une vision plutôt moins pessimiste que celle qui domine souvent sur l'Arctique. Malgré tout, tu dis, après tout, il y aura des éléments objectifs qui feront que peut-être on n'ira pas tant vers l'exploitation au moins du pétrole. Donc, à la limite, il y aurait peut-être moins de guerre autour du pétrole qu'on pourrait le penser. Et puis, j'ai bien apprécié, évidemment, le fait que tu resitues tout ça dans un contexte de long terme sur l'évolution des prix, effectivement, du gaz et du pétrole, qui sont des enjeux absolument considérables. Alors, pour compléter cette vision très macroéconomique et plutôt de long terme, je passe la parole à Barbara Kunz, qui va nous dire quels sont les rapports de force aujourd'hui, tels qu'on peut les percevoir entre les grands du moment qui sont autour du bassin. Écoutez, merci beaucoup et je vous remercie de l'invitation. Je suis venue ici ce soir pour vous parler d'enjeux politiques en Arctique et de revendications territoriales qui sont bien sûr intimement liés à la fois aux enjeux économiques dont on vient de parler, enfin dont Patrice Geoffron vient de parler, ainsi qu'aux aspects sécuritaires stratégiques dont Thierry Garcin va parler, ce qui fait que pour moi il reste le défi d'aborder les enjeux politiques sans parler de ces sujets-là. Tous les enjeux politiques en Arctique sont bien sûr aussi économiques, puisqu'une bonne partie des revendications territoriales desquelles je vais vous parler sont liées à l'accès aux ressources, donc pétrole, gaz. Il ne faut peut-être pas non plus complètement oublier le poisson et les droits de pêche. Mais les questions politiques sont aussi bien sûr sécuritaires, puisque tout ce contexte régional s'inscrit dans un contexte global ou mondial de plus en plus tendu entre l'Occident et la Russie, notamment au vu de l'importance stratégique de la région pour, je dirais, presque tous les auteurs. Donc voilà, je vais éviter de parler trop d'aspects économiques et stratégiques et vraiment adopter une perspective régionale sur fond de tensions globales. Alors, en guise d'introduction, un petit tour de l'autre côté du monde. Contrairement à l'Antarctique, où vous avez le traité de l'Antarctique de 1959 qui, en gros, dit que l'Antarctique n'appartient à personne, tout ça n'existe pas pour l'Arctique. Et c'est une partie du problème. Il n'y a pas de gouvernance unifiée de l'Arctique, et l'Arctique n'est pas une région intégrée politiquement. Alors il y a certes le Conseil de l'Arctique, sur lequel je vais y revenir dans un instant, mais en fait pour cette présentation des enjeux politiques, il me semble approprié de diviser l'Arctique en deux et de d'abord vous parler de l'Arctique des 5 et puis de l'Arctique des 8 dans un deuxième temps, étant donné que la définition même de cette région, de l'Arctique, est parfois sujette de débats politiques et que vous avez des États concernés, comme par exemple la Norvège, qui vraiment pousse cette division de deux Arctiques dans des contextes différents. Alors pour commencer, excusez-moi, l'Arctique des 5, c'est l'Arctique des 5 pays qui vraiment bordent l'océan Arctique, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, la Norvège, le Danemark et la Russie. Comme vous le voyez, ça fait 4 pays de l'OTAN et donc la Russie, mais ce sera sans doute plus important dans la présentation qui suivra. Alors dans cet Arctique des 5, on rencontre
principalement deux types d'enjeux. Vous avez à la fois les revendications territoriales, qui sont un aspect, je dirais, l'aspect crucial, et deuxièmement, la question de savoir quel est le statut juridique de ces passages dont parlait Patrice Geoffron à l'instant, c'est-à-dire le passage nord-est et le passage nord-ouest, que vous voyez d'ailleurs sur cette carte. Enfin, en tout cas, j'espère que vous arrivez à le voir en vert et en rouge. Alors, qu'est-ce que c'est que cette problématique des revendications territoriales? C'est bien sûr lié à la disparition de la banquise, hein, dont on vient déjà entendre parler, mais aussi à des évolutions dans le droit international de la mer, ou plus précisément l'adoption de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en 1973, qui, en gros, constitue la constitution des océans et qui règle, est censé régler ce genre de différends territoriaux. Tous les pays, tous les 5, on va dire tous les 5 qui sont présents dans cette zone de l'Arctique des 5, en fait, ont des revendications territoriales qui ne sont pas résolues. Alors cela ne concerne pas le pôle Nord proprement dit, ni l'océan Arctique, qui sont donc des eaux internationales. Et certaines disputes sont résolues, comme par exemple entre la Norvège et la Russie, qui se sont disputées en mer de Barents, qui ont conclu un accord en 2010. Mais pour d'autres, il n'y a pas de solution en vue. Alors la liste serait beaucoup trop longue pour vous la présenter ici, mais vous avez par exemple les États-Unis et le Canada qui, je ne vais pas dire qui s'affrontent, mais qui ont des revendications incompatibles, on va dire, en mer de Beaufort. Vous avez le Canada, la Norvège, le Danemark, la Russie, enfin tous. Et il s'agit à chaque fois de revendications qui se situent en mer, donc pas de terre ferme, à une exception près, c'est le territoire de Hans, qui fait 1,3 km², et sur lequel le Canada et le Danemark s'affrontent depuis plusieurs années. Et le fait qu'il s'agisse d'une petite île d'1,3 km² vous indique aussi qu'en gros, ce n'est pas vraiment l'île qui intéresse, mais bien tout ce qu'il y a tout autour. Parce que, pour juste vous donner quelques détails sur cette Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, en fait, c'est cette convention qui instaure déjà le principe de la zone économique exclusive, qui se situe donc à 200 milles maritimes autour de la ligne côtière d'un État, c'est-à-dire environ 370 km, et qui instaure aussi le principe du socle continental, c'est-à-dire qu'il y a le territoire visible, il y a la zone économique exclusive tout autour, et si vous parvenez à prouver que le socle continental sur lequel se retrouve votre État, vous pouvez en plus donc revendiquer pas l'eau qui se situe au-dessus, mais bien le territoire, disons le sol qui couvre tout ce socle continental. Ce qui, bien sûr, au vu des ressources naturelles dont on imagine qu'elles s'y trouvent, devient tout à fait intéressant. Et avec le progrès technologique, tout simplement, qui permet des mesures beaucoup plus précises, mais aussi la disparition de la banquise, tout cela prend d'ampleur, il y a une nouvelle dynamique là-dedans. Alors, deuxième important de cette Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, donc, qui date de 1973, c'est qu'en gros, tous les États qui la ratifient ont ensuite 10 ans pour faire valoir leurs revendications territoriales et apporter des preuves scientifiques pour prouver que leur socle continental est en fait plus grand, plus important que ce qu'on ne le pensait. Et alors, concernant ces 5 de l'Arctique, pour commencer par les États-Unis ont signé cette convention, mais ne l'ont jamais ratifiée. Le Sénat américain, ou plutôt les républicains au Sénat américain, refusent de ratifier
cette convention, ce qui est un débat qui revient régulièrement aux États-Unis, mais à ce jour-là, les États-Unis n'ont pas ratifié cette convention, ce qui fait aussi que les États-Unis, sous les règles de cette constitution des océans, ne revendiquent aucun territoire, puisque voilà, il faudrait d'abord ratifier la convention. Les autres pays ont tous, donc Canada, Norvège, Danemark et Russie, ont tous ratifié cette convention entre 1996 et 2004. Donc pour tous les quatre, c'est 10 ans, cette période de 10 ans durant laquelle vous pouvez faire des revendications est terminée. Et ces procédures sont aujourd'hui en cours. Et ce sont les Nations Unies, en gros, qui sont responsables de trancher, mais voilà, c'est en cours. Alors, revendication territoriale, ça peut bien sûr donner l'impression qu'il s'agit disons, de grosses questions géopolitiques. On pense tout de suite à la Crimée, à l'Ukraine, etc. Mais en réalité, la vraie dynamique géopolitique de ces revendications territoriales me semble assez limitée finalement. Tous les 5 sont déjà d'accord. Il y a une déclaration qui a été adoptée en 2008 donc par tous ces pays, où les 5 s'engagent à régler leurs conflits de façon pacifique. Et les 5 veillent aussi à ce qu'il n'y ait pas d'interférence d'acteurs externes dans ces questions-là. Donc, c'est une question qui revient régulièrement à l'ordre du jour dans cette région, mais en même temps, il n'y a pas de conflit chaud. Enfin, de temps en temps, dans les informations, vous allez voir des drapeaux blancs plantés, et les autres qui protestent, etc. Disons que la dynamique de conflit est quand même assez limitée. La deuxième grande question qui occupe cet article des 5, c'est le statut juridique des passages nord-est et nord-ouest, dont l'importance économique vient de nous être exposée. Et j'en passe sur l'émergence de ces routes suite au réchauffement climatique. Concernant le passage nord-est, en gros, c'est la Russie qui considère ce passage comme un passage interne, alors que les États-Unis et l'Union européenne, par exemple, considèrent cela comme des eaux internationales. La Chine semble avoir plutôt tendance à accepter la vision russe. Donc là aussi, la question reste ouverte sans que ce soit, disons, un sujet géopolitique chaud du moment. Alors pour le passage nord-ouest, le cas de figure est un peu similaire, sauf que les acteurs sont différents. Vous avez le Canada qui considère ce passage comme un passage interne et les États-Unis qui voient des eaux internationales. Mais donc c'est vraiment le statut de ces passages qui est en jeu. Passons à l'autre définition de l'Arctique, qui est l'Arctique des 8. Et c'est tout simplement la définition de l'Arctique des 8, c'est-à-dire des 8 pays qui ont des territoires qui sont inclus à l'intérieur du cercle polaire, qu'on voit malheureusement assez mal. Vous pouvez le trouver quand vous regardez juste au-dessus de l'Islande. En fait, il y a même un bout de l'Islande qui est à l'intérieur, c'est le cercle qui est en pointillé. Donc en gros, vous avez les mêmes 5 pays que l'Arctique des 5, et vous ajoutez l'Islande, la Suède et la Finlande. Et là, tout de suite, les enjeux sont différents, puisque revendication territoriale, dimension géopolitique, donc tout ça n'a pas sa place dans l'Arctique des 8 ou dans cette approche à la région, mais où la question principale consiste à savoir comment on peut organiser la coopération, je dirais, apolitique. C'est-à-dire comment on peut coopérer sur les enjeux régionaux tels que les questions environnementales, conséquences du changement climatique notamment, mais aussi des questions comme le sauvetage en mer, qui est comme la carte vous le montre, un aspect important. Et donc, en tout cas, des questions a priori apolitiques, mais qui, au vu des tensions globales, ont aussi tendance à devenir politiques, juste parce que, en fait, c'est une coopération entre des pays occidentaux
et la Russie, parce que la Suède et Finlande ont beau ne pas faire partie de l'OTAN, mais disons que leur ancrage dans le camp occidental ne fait aucun doute. Donc on est vraiment dans un scénario Occident-Russie. Alors, il existe un forum de coopération principal dans cet article 18 qui est bien sûr le Conseil arctique et qui est souvent perçu comme un exemple particulièrement réussi de coopération Est-Ouest, pour revenir un peu à un vocabulaire de guerre froide. Mais il est vrai que contrairement à d'autres forums ou d'autres contextes régionaux, je pense notamment à l'OSCE, par exemple, ou la coopération en mer Baltique, le Conseil de la mer Baltique. La coopération dans ce Conseil arctique, finalement, fonctionne plutôt bien. Ce conseil a été créé en 1996. Ce n'est pas une organisation internationale, il n'a pas de personnalité juridique, mais c'est un format finalement très souple qui est orienté vers la coopération scientifique, important, justement comme dans le contexte du changement climatique. C'est un forum de dialogue et une plateforme pour les projets de coopération, notamment dans le domaine environnemental. Il ne peut pas prendre de décisions juridiquement contraignantes. Il y a en gros, c'est une réunion de ministres. Donc, il y a eu, depuis sa création en 1996, il y a eu 3 accords juridiquement contraignants, donc d'un point de vue de droit international. Mais ce sont les gouvernements qui prennent ces décisions. Donc, ce n'est pas le Conseil arctique qui impose quoi que ce soit. Mais c'est donc une organisation qui fonctionne plutôt par la création de normes, de pression politique, etc. Mais bon, du temps de la guerre froide, il n'y avait aucune organisation ou aucun forum de coopération en Arctique. Donc de ce point de vue-là, c'est un vrai progrès. Alors, les 8 États que je viens de nommer en font partie. Vous avez en plus 6 participants permanents qui sont 6 communautés indigènes originaires de la région, tout simplement. Et puis, vous avez des observateurs, dont 13 États, donc observateurs qui ne sont pas arctiques, dont la France, mais aussi la Chine, l'Allemagne, le Japon, le Singapour, les Pays-Bas, la Pologne. Donc 13 observateurs États et 13 observateurs organisations internationales ou ONG ou organisations interparlementaires comme plusieurs programmes des Nations Unies, par exemple, programme du développement, programme environnement ou encore la Croix-Rouge. Donc tous ces acteurs y participent. Alors vous allez peut-être vous demander où est l'Union européenne dans ce contexte. Alors la demande de l'Union européenne de devenir observateur au Conseil arctique a échoué à plusieurs reprises, bloquée notamment par le Canada pour une dispute qui peut paraître anodine. En gros, le problème, ce sont les produits dérivés du phoque que l'Union européenne interdit et qui représente pourtant une filière économique assez importante, notamment pour les communautés indigènes canadiennes, ce qui fait que le principal problème entre l'Union européenne et le Conseil arctique sont les produits dérivés du phoque. Tout de même, l'Union européenne, de façon, disons, plus ou moins informelle, est quand même présente dans le Conseil arctique et y contribue. Alors, le Conseil arctique, qui n'a donc pas de structure, de personnalité juridique, fonctionne en réalité par groupe de travail et programme. Il y a 5 groupes de travail techniques, scientifiques et 3 programmes où l'on traite, alors explicitement pas de questions sécuritaires, mais surtout de questions de l'environnement. Donc tous les sujets un peu chauds, on les laisse de côté. Donc même les sujets chauds qui sont perçus comme tels par certains membres, ce qui inclut aussi les questions de pêche, par exemple. Donc c'est l'environnement et c'est assez logique finalement quand on connaît l'histoire de ce conseil, puisqu'il a vraiment ses origines dans les questions environnementales et même ses prédécesseurs étaient donc liés aux questions environnementales.
mais on fait aussi donc de la science, ce qui est notamment important quand il s'agit de déterminer la limite de ces socles continentaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, avant d'arriver à mes conclusions, peut-être juste quelques remarques sur d'autres enjeux politiques. On a peut-être un peu tendance à oublier quand on regarde la région arctique de l'extérieur, puisque ces autres enjeux politiques sont d'ordre interne cette fois-ci, et qui sont liés à des questions de développement régional dans ces pays, dans les 8 ou dans les 5, peu importe, qui sont aussi liés à l'aspect important d'un point de vue national de droit des populations autochtones. Et je pense que c'est notamment au Danemark aussi qu'il convient de garder en tête qu'on est en quelque sorte dans un contexte qu'on pourrait qualifier de post-colonial. Danemark-Groenland est aussi une relation tout simplement coloniale, et que le rapport entre le Groenland et ce qu'on pourrait qualifier du Danemark métropolitain n'est pas toujours facile. Mais pour revenir à l'international, il y a aussi ce qu'en politique danoise on appelle la carte groenlandaise, avec notamment la base américaine de Thule, et donc qui permet au Danemark, disons, d'avoir une position plus intéressante du point de vue de Copenhague à Washington. Dans une même mesure, ça s'applique aussi un petit peu à la Norvège, qui a toujours joué le rôle de présence arctique de l'OTAN, ce qui est donc important dans un contexte otanien, mais aussi dans un contexte bilatéral Norvège-États-Unis. Et donc voilà, un pas entièrement oublier ces questions qui sont tout simplement d'ordre national, qui ont aussi bien sûr une forte dimension économique, notamment ces termes de changement climatique ou les vulnérabilités de ces communautés qui vivent dans le Haut-Nord est particulièrement marquée. Alors pour conclure, j'aimerais bien revenir un instant sur le risque de conflit, parce que comme vous l'avez peut-être ressenti dans ce que je viens de dire, finalement, je ne partage pas vraiment ce pessimisme des affrontements inévitables en Arctique en raison des ressources, etc. Pour la simple raison que dans le contexte actuel, tous les acteurs, et là je reviens notamment à l'Arctique des 5, tous ces 5 acteurs ont plutôt un intérêt à avoir un Arctique stable qui permette de bénéficier de ces ressources si on décide de s'en servir, et de garder en fait l'Arctique dépolitisé, de ne pas s'affronter. Et même ces revendications territoriales, finalement, ça peut paraître, à mon avis, un peu plus dangereux que ça ne l'est en réalité. C'est lié aux ressources, certes, mais selon la plupart des estimations, par exemple, 80% de ces ressources dont on parlait se situent dans des zones non contestées. Et bon, pour être un peu simpliste, ça ne vaut tout simplement pas la peine de s'affronter pour ces 20 autres pourcents. Donc le plus grand risque d'insécurité et d'instabilité en Arctique, finalement, viendrait d'un débordement du contexte global qui aurait des conséquences sur l'Arctique. Mais il paraît relativement improbable qu'un conflit ne se déclenche en Arctique autour de ces revendications territoriales, au-delà de la pose de drapeaux symboliques et de protestations symboliques. Merci. Merci beaucoup. Vous nous avez donné à nouveau une image finalement plutôt optimiste quand même. Je dois dire que quand on reste extérieur au sujet, on a tendance à garder quelques faits qu'on trouve symboliques et qui pourraient nous faire croire effectivement qu'on est quand même dans une zone de conflit potentiel. Alors notamment, vous l'avez évoqué, le fameux drapeau russe qui a été immergé en dessous du pôle Nord il y a pas mal d'années, vers 4000 mètres de fond, en titane, je crois. Donc on garde un peu cette idée-là, et puis d'une bordure russe considérable quand même, qui donnerait idée qu'il y a des revendications territoriales un peu du même genre à la limite que celles qu'il y aurait
en mer de Chine, quoi, sur les îles. Voilà. Mais vous nous avez donné une image quand même beaucoup plus apaisée. Alors, est-ce que le versant militaire va conforter ça ? Merci beaucoup et merci de votre invitation. Je vais essayer de vous répondre dans un instant, peut-être avec éventuellement quelques diapositives si elles sont là. On peut, d'accord. Voilà. Alors c'est une représentation de l'Arctique évidemment telle qu'il faut regarder cet océan Arctique. La banquise n'est qu'une capsule qui a à peu près comme épaisseur maximale 5 mètres, vous voyez, et qui est en train de se réduire effectivement, non seulement l'été mais aussi l'hiver. Et cette représentation est intéressante parce qu'elle majore effectivement les 5 grands, l'Arctique des 5, qui est à mon avis le seul important. On a vu tout à l'heure que, avec les différentes interventions, les enjeux de l'Arctique sont tout à fait passionnants parce que c'est un nouveau théâtre des relations internationales qui s'ouvre, parce que ces enjeux sont relativement nouveaux, ne serait-ce qu'à cause de l'évolution du climat. Ces enjeux sont multiples, ces enjeux aussi sont multidisciplinaires, pluridisciplinaires. On n'a même pas abordé la question de la pêche qui est relativement importante quand même. Et puis, ces enjeux sont interactifs et sont évolutifs. Donc on a quand même, si vous voulez, une scène tout à fait nouvelle. Alors pour les aspects militaires, je vais peut-être traiter avec votre accord les aspects stratégiques pour sortir du côté exclusivement militaire. Et je vais tout de suite vous montrer l'importance de l'Arctique, déjà à la fois pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, et pendant les rapports Est-Ouest. Parce qu'effectivement, la tournure que prennent les choses aujourd'hui est à relativiser, dans la mesure où même s'il y a une militarisation d'ailleurs chez elle par la Russie de l'Arctique, l'aspect strictement militaire n'est pas le plus important et aura des conséquences civiles, notamment en matière de recherche et de sauvetage. Donc les moyens militaires sont à associer tout de suite à une gestion civile, y compris des catastrophes. Alors, pendant la guerre, évidemment, la première chose à dire, c'était les Narvik, c'est-à-dire la route du fer, évidemment pour couper l'approvisionnement en fer de l'Allemagne. Et on pourrait dire aussi, d'une façon périarctique, pendant la guerre, il y a eu quand même la bataille de l'eau lourde, qui n'est pas à l'intérieur du cercle polaire, mais qui a exigé des prouesses de la part des Occidentaux pour mettre un frein éventuel donc à cette eau lourde. Vous avez également les convois maritimes qui ont été transatlantiques, qui ont permis, donc en provenance du Canada et des États-Unis, de ravitailler Mourmansk, que vous voyez très bien ici dans la péninsule de Kola soviétique à l'époque. Et ces convois, et notamment le PQ-17, ont payé un très lourd tribut. C'était des convois souvent de plus d'une centaine de bâtiments qui étaient traqués, comme vous le voyez. Voici ces convois, on les voit en train de prendre place à Halifax. Il faut voir que beaucoup allaient vers la mort directement et que chaque bateau qui était coulé par des sous-marins allemands ne pouvait pas être secouru. La règle était qu'on le laisse couler avec tout l'équipage. Alors voici les U-boats allemands, des véritables loups précisément sous-marins. Et puis durant les rapports Est-Ouest, il y a eu aussi quelque chose de très important, c'est la confrontation, on va dire, dans un premier temps aéronautique, puis balistique entre les États-Unis et l'Union soviétique, entre l'Union soviétique et les États-Unis. C'est-à-dire qu'à partir de 1949, l'Union soviétique a possédé l'arme nucléaire. Et de ce fait, l'arme nucléaire pouvant être transportée au prix de très longues heures de vol par avion ou par bombardier, de ce fait, les États-Unis perdaient leur invulnérabilité stratégique. Il faut bien comprendre, y compris pour l'Arctique, que les États-Unis ont une vision insulaire de leurs intérêts géopolitiques. Ils ont toujours été protégés donc par les deux océans, à l'est et à l'ouest, par évidemment une absence de menace militaire à part de l'Amérique latine, et par les grandes étendues glacées du Canada, qui a toujours constitué pour eux un bouclier. À partir de 1949, l'URSS a eu donc l'arme nucléaire,
qu'on pouvait transporter et lancer par avion. Et à partir de 1957, évidemment, l'Union soviétique a possédé la maîtrise balistique, le fameux satellite Sputnik, tout à fait, comment pourrait-on dire, archétypique. Et à la place du satellite, on pouvait évidemment mettre dans la coiffe du missile des charges nucléaires, ce qui n'a pas manqué d'avoir lieu, puisque dès les années 60, l'Union soviétique a construit une véritable muraille sur son propre sol de missiles sol-sol, portant jusqu'à, si mes souvenirs sont bons, 14 charges nucléaires sur les SS 18 ou 24, à une époque où l'apocalypse n'était pas totalement exclue. Donc perte de l'invulnérabilité américaine dans les années 50 et 60. Et puis il y a eu aussi en Arctique, notamment dans le Grand Nord canadien, des installations d'alerte avancées, des radars essayant précisément de visualiser l'arrivée de bombardiers ou de missiles adverses. Il y a eu aussi en Arctique, vous le voyez, alors là j'ai mis une grande flèche rouge pour donc la route des bombardiers et la route des missiles. La route des bombardiers était longue, mais la route des missiles était très courte. Une fois que le missile part, contrairement à un avion, on ne peut pas le rappeler, ou essayer de le rappeler, 20-25 minutes pour traverser l'Arctique. La route de l'apocalypse, qui évidemment, bien entendu, cet apocalypse, Dieu merci, n'a pas eu lieu. Et puis l'Arctique, c'est aussi l'un des 2 grands centres soviétiques d'essais nucléaires, notamment évidemment dans cette partie qui s'appelle la Nouvelle Zamble, et les soviétiques ont fait exploser en 1961 la plus grande charge nucléaire du monde. On estime en 61, on estime quelque chose comme 60 mégatonnes. Pour vous donner un ordre de grandeur, Hiroshima le 6 août et Nagasaki le 9 août, c'était entre 13 et 17 kilotonnes. Je n'ai pas de calculette en tête, mais entre 13 et 17 kilotonnes estimées pour la destruction d'Hiroshima et Nagasaki. Et là, un essai nucléaire d'une soixantaine de mégatonnes. Vous voyez d'ailleurs l'explosion qui est ici, dont on voit une photo avec ce champignon. Vous avez évidemment l'Arctique, pendant les rapports Est-Ouest, c'était la banquise. Les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins vont se tapir sous la banquise pour être le mieux protégés. Vous savez que le sous-marin, comme ennemi principal, le bruit qu'il émet, et donc l'Arctique a été un repère de sous-marins nucléaires américains et soviétiques. Vous avez ici l'image d'un sous-marin à quai, mais d'un sous-marin russe. Vous avez ici l'image d'un sous-marin, d'ailleurs en Arctique, donc qui perce la calotte glaciaire. C'est relativement facile, et ils sont de toute façon sous la calotte glaciaire en position de tir. Donc encore une fois, l'Arctique est un lieu tout à fait d'interface extrêmement violente et dynamique entre l'Union soviétique et les États-Unis. Et puis alors, une dernière chose pour les rapports Est-Ouest, c'est bien sûr le fait qu'en 1983, le président Reagan annonce son projet de défense antimissile. On avait appelé ça la guerre des étoiles. Et évidemment, la plupart des installations, notamment de radars et également de missiles, se trouvent à très haute latitude pour des raisons dues à la faible épaisseur de l'atmosphère et évidemment la proximité beaucoup plus grande de l'espace, donc pour les tirs ou pour les mesures de type balistique. Vous voyez d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, de la base de Thulé au Groenland qui aurait beaucoup intéressé évidemment la défense antimissile américaine. Et je vous montre également ce réseau des antimissiles américains qui s'appuient sur beaucoup de pays et notamment sur le Danemark grâce à sa possession du Groenland et sur bien d'autres régions du monde. De nos jours maintenant, très rapidement, le premier acteur de l'Arctique, et pour encore des décennies, sans doute pour le siècle présent, c'est la Russie. D'abord, elle a la géographie pour elle. Vous allez le voir tout de suite. Si vous regardez l'Arctique, à la verticale du pôle Nord, elle enroule à peu près la moitié du globe, c'est-à-dire 160 degrés de longitude. Elle a également l'histoire pour elle. La majorité des peuples autochtones se trouvent en Arctique. Elle a également, depuis des siècles, la connaissance, elle a l'expérience, elle a le savoir-faire, elle a les moyens en Arctique.
en Arctique, par exemple, ce sont ces brise-glaces qu'elle est seule à détenir, des brise-glaces à propulsion nucléaire. Il y en a 3 en cours de construction, de nouvelle génération, qui vont être déployés d'ici dans les années 2020. L'un est en train de sortir. Et ces brise-glaces sont de véritables monstres. Ce sont les seuls à réellement pouvoir porter le nom de brise-glace parce qu'il y a un brise-glace un peu sérieux et qui rend beaucoup de services au Canada et un brise-glace relativement peu puissant aux États-Unis. Donc il est évident que les brise-glaces à propulsion nucléaire, c'est-à-dire l'autonomie, c'est-à-dire la puissance, c'est-à-dire le fait précisément de ne pas avoir besoin de ravitailler, ainsi de suite, leur donne des qualités tout à fait considérables. Alors, une chose importante, c'est que la Russie a beaucoup de ports arctiques, elle est en train de mettre en valeur. Il faut bien voir que la militarisation de l'Arctique est sujette à caution dans la mesure où le mot militarisation est acceptable et est biaisé. Il est acceptable parce que vous allez le voir dans un instant, j'ai préparé pour vous une petite carte des installations militaires en cours de construction ou déjà en mise en œuvre dans la zone arctique. C'est une véritable militarisation, et c'est son droit. L'Union soviétique, ou plutôt la Russie, a le droit de faire ce qu'elle veut chez elle, mais c'est aussi biaisé dans la mesure où ces installations, on sera très content qu'elles existent un jour lorsqu'il y aura une catastrophe le long de la route du nord-ouest ou le long d'autres côtes après la fonte définitive de la banquise estivale qu'on estime aux alentours de 2025, peut-être 2030. Fonte définitive de la banquise, attention, estivale. Elle se reformera toujours pendant encore très longtemps en hiver. Donc ces cartes-là, vous les voyez, la militarisation terrestre russe avec essentiellement des îles russes qui sont garnies d'un certain nombre de remarquables installations. Vous avez ici en vert les 8 zones pivots sur lesquelles la Russie va s'appuyer. Vous avez en mauve, j'ai mis les centres de secours de sauvetage opérationnel qui vont avoir leur importance en ce qui concerne recherche et sauvetage à l'avenir. Et puis vous avez les centres de secours et de sauvetage à terme que j'ai mis en vert ou en bleu turquoise. Alors en ce qui concerne la Russie, pour terminer, une chose très importante, les Russes militarisent notamment leur Sibérie, leur façade de la Sibérie orientale, qui est très vaste et qui permet en fait à la Russie, vous voyez le côté à la fois civil et militaire, le côté dual de leurs installations, qui permet, vous l'avez vu tout à l'heure, à la Russie de mettre en valeur les estuaires et les fleuves qui se trouvent donc essentiellement en Sibérie centrale et orientale. Et c'est un programme très à long terme, très coordonné, et qui s'appuie sur une mise en valeur dans tout cet espace, non seulement des installations militaires, mais des ports, des embouchures, avec éventuellement à terme des projets d'ailleurs en cours d'édification de barges avec des centrales nucléaires pour produire de l'électricité pour les populations extrêmement éloignées du reste de la population russe. Et également, notez, on retrouve le même souci entre la Norvège, la Russie, la Suède et la Finlande, donc dans la partie extrême occidentale de la Russie. On trouve dans la partie orientale et extrême orientale le même souci du chemin de fer, c'est-à-dire de faire en sorte que les chemins de fer, à terme, dans les 20, 30, 40 ans à venir, constituent des réseaux essentiels à la communication entre les hommes et évidemment pour des raisons économiques. Donc c'est un programme d'ensemble qui est coordonné, vous l'avez vu, qui est financé, il n'y a pas de difficulté, avec cette idée un peu pionnière, de front pionnier de la Russie dans cet espace arctique dont elle a l'espace arctique dont elle a le plus grand littoral. Alors, c'est une vision donc essentiellement régionale, la vision russe de l'Arctique. En revanche, la vision américaine de l'Arctique est une vision mondiale. C'est vrai que les États-Unis sont arctiques par l'Alaska, c'est vrai qu'ils y ont installé, on l'a dit tout à l'heure,
par exemple des antimissiles. C'est vrai que l'Alaska produit du pétrole moins qu'avant, dans le ratio par rapport aux autres États de la métropole américaine, etc. Et en même temps, leur souci n'est pas là. Leur souci n'est pas non plus, comme l'a dit Barbara Kunz, les différents territoriaux. Leur souci, c'est que l'Arctique devienne à terme, ce qui va être le cas pour des raisons géographiques et climatiques, devienne une Méditerranée, au sens propre du terme, c'est-à-dire une mer entre les terres. Et ce sera une Méditerranée froide, car la route transpolaire qui pourra éviter, qui passera par, en gros, c'est une image, le pôle Nord, eh bien, s'affranchira des passages très difficiles du nord-ouest canadien, des passages très coûteux et déplaisants vu de Washington du passage russe, et ils sont déjà prêts pour la route transpolaire. Pour eux, l'Arctique sera un espace maritime intermédiaire entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. C'est une vision que partagent d'ailleurs d'une certaine façon les Chinois. C'est la raison pour laquelle les États-Unis promeuvent la doctrine à propos des statuts juridiques du passage du nord-ouest canadien et du nord-est ou du nord russe. La doctrine juridique consiste à dire ce seront des détroits une fois que la glace aura définitivement fondu dans ces passages, permettant la libre circulation, et ce ne seront pas des eaux intérieures canadiennes ou russes, bien entendu. C'est la raison aussi pour laquelle les États-Unis n'enveniment absolument pas leurs différences juridiques avec le Canada, parce que le Canada dit ces passages seront des eaux intérieures, et les États-Unis disent non, pas du tout, ce sont des détroits internationaux. Ils ont signé un document il y a une vingtaine d'années, 25 ans, pour dire qu'en fait, leur litige, leurs différends sur le statut juridique de ce passage canadien, c'est au fond un gentleman disagreement, et on s'entend, on est d'accord pour ne pas être d'accord. Pour une raison simple aussi, c'est que les États-Unis, en matière stratégique, n'ont aucun intérêt à mettre l'OTAN, l'Alliance Atlantique, dans l'affaire. Les États-Unis s'ingénient depuis des décennies à faire sortir tous les dossiers arctiques de la logique OTAN. D'abord, ils sont en délicatesse avec l'un de leurs grands partenaires et mitoyens, le Canada. D'autre part, il y a, comme ça a été rappelé, 4 pays fondateurs de l'Alliance Atlantique parmi les 5 riverains, et qu'on ne met pas aux voies des affaires pareilles. Les États-Unis ont une vision de l'Arctique qui est une vision transocéanique et qui est une vision mondiale, c'est-à-dire que les États-Unis sont maîtres de l'océan global, comme ils disent, de l'océan mondial. Rappelez-vous une chose, et je termine pour les États-Unis, rappelez-vous une chose. Par exemple, c'était dans la Nuclear Posture Review de 2002. Celle de 2018 vient de paraître, je n'ai pas eu le temps de la lire, mais les détroits, comme le détroit de Malacca, qui est le grand détroit mondial, 90 000 bâtiments par an, eh bien, entre la Malaisie et l'Indonésie, le détroit de Malacca, dans ce document officiel, dans d'autres, est considéré comme d'intérêt vital pour les États-Unis, c'est-à-dire justiciable éventuellement de l'utilisation de tous les moyens militaires et in fine éventuellement de l'arme nucléaire. Les États-Unis sont dans une position, donc une vision mondiale de l'Arctique. Et le jour où la route transpolaire sera accessible au moins pendant quelques mois l'été, les États-Unis auront tendance, à tort ou à raison, à y faire la loi stratégique. Parce que pour eux, c'est vital. Ils ont une vision absolument planétaire des mers et des océans. Je ne vais pas développer sur le Canada pour m'arrêter dans 1 ou 2 minutes, tenir dans les temps. Le Canada a une vision, lui, qui n'est ni régionale comme la Russie, ni mondiale comme les États-Unis. C'est une vision nationale. C'est une vision nationale parce qu'au fond, ils ont 75% des côtes du Canada sont arctiques. Il y a un déficit de présence humaine, bien qu'ils aient des rangers. Les rangers, c'est-à-dire des natives, des indigènes, enfin des autochtones, comme on dit, qui sont très peu armés, mais qui connaissent parfaitement le terrain et qui sont les hommes de la situation, les hommes du milieu, sans jeu de mots. Et donc, ils ont très peu de moyens humains et très peu de moyens militaires classiques. Alors, ils ont effectivement quelques ports en eau profonde. Ils ont aussi des satellites, ça, ils les développent régulièrement, mais il est évidemment, ils sont en déficit de sous-marins nucléaires d'attaque. Ils n'en ont aucun.
ils avaient pensé à un moment donné à en acheter à la France ou au Royaume-Uni. Ils n'ont pas d'aviation de patrouille maritime digne de l'Arctique. L'Arctique est immense, et l'Arctique canadien est immense. Il faut regarder la carte. Et puis, ils sont en déficit d'avions de transport militaire, ils sont en déficit d'hélicoptères à long rayon d'action, et l'hélicoptère même à long rayon d'action en Arctique, ça ne fait que des sauts de puce. En même temps, ça peut se poser un peu partout, ça c'est l'avantage. Et puis, ils sont en déficit de drones à haute altitude et à longue endurance, à longue autonomie. Ils sont, bref, et c'est un pays, si vous voulez, qui est très dépendant de sa relation aux États-Unis et très dépendant de la vastitude de son Arctique terrestre. Et bien entendu, ils sont en délicatesse avec la Russie en ce qui concerne la délimitation du plateau continental. Je ne vais pas parler de la Norvège ni du Danemark, sauf pour, en ce qui concerne le Danemark, quand même soulever une question. L'Union européenne, si le Danemark, ce qui est prévu, donne un jour ou l'autre son indépendance au Groenland, c'est acté, c'est prévu, le référendum au Groenland a déjà eu lieu, le Groenland profite d'une autonomie renforcée, le Groenland peut demander son indépendance quand il le veut. Il y a 57 000 personnes, essentiellement des autochtones. Eh bien, la question est la suivante, et elle est très importante, y compris et surtout pour l'Union européenne. Le Danemark est un pays membre de l'Union européenne, la Norvège n'est pas un pays membre de l'Union européenne, et le Danemark, je suis désolé, nous fait perdre notre fenêtre arctique à nous, Union européenne. Sachant que deux autres pays de l'Union européenne sont très partiellement et d'une façon seulement terrestre à l'intérieur du cercle arctique, c'est la Finlande et la Suède, et que ces pays n'ont aucune façade maritime sur l'Arctique. Donc on va perdre une fenêtre éventuellement. Et puis ça soulèvera une question qui va agiter par les temps qui courent les pays membres de l'Union européenne. On n'a pas besoin de ça. C'est la question du droit des minorités. De quel droit, pourquoi pas vous donner, le Danemark, membre de l'Union européenne, donne son indépendance à 57 000 personnes. Le Groenland est grand comme 4 fois la France. Et d'autre part, donc le Groenland n'appartient pas à l'Union européenne, n'a aucun lien avec l'Union européenne avec la CE depuis 1985 et avec l'Union européenne par la suite. Et pourquoi est-ce qu'on dit cela? Mais c'est de quel droit est-ce que vous donnez, pourquoi pas, l'indépendance à 57 000 personnes, et pourquoi vous ne la donneriez pas en Europe centrale à bien d'autres populations beaucoup plus importantes? On pense évidemment aux Hongrois hors Hongrie, on pense Poméranie-Silésie aux 2 millions de Polonais qui étaient allemands jusqu'en 1945, et on pense à la Catalogne d'actualité, on pense à l'Écosse et ainsi de suite. Donc là, c'est la question du Danemark à l'égard du Groenland soulève une question de fond qui méritait quand même d'être rappelée pour l'avenir de l'Union européenne elle-même. Pour l'Union européenne et la France, j'avais noté un certain nombre de choses. Si je peux juste dire avant de partir 2 choses ou 3 lors des questions à propos de la France. La France a des intérêts tout à fait remarquables à défendre dans l'Arctique, même si c'est essentiellement, pour des raisons d'exploration et scientifique, un pays antarctique en fait. Un pays antarctique. Nous sommes polaires par l'Antarctique, nous ne sommes pas polaires par l'Arctique, ou très peu. Voilà, je vous remercie. Bien, je passe directement la parole à la salle. Oui, monsieur, vous allumez votre... Jean-Paul Larson, de l'école HEC. Ma question, c'est au plan à la fois, enfin surtout économique, est-ce qu'on a convergence des intérêts de la Norvège et de la Russie en matière, 1, d'exploitation des ressources, 2, de transport le long du passage du Nord? Alors, c'est une question très intéressante. Il y a eu en 2010 un accord, après à peu près une quarantaine d'années de pourparlers de négociations, sur la délimitation de la frontière maritime entre la Russie et la Norvège, donc en mer de Barents, à la hauteur à peu près de la péninsule de Kola. Ça, c'est une question très positive. D'autre part, il y a des divergences entre la Russie et la Norvège à propos notamment
comment pourrait-on dire, du risque pétrolier, du risque de marée noire, puisque la plupart de ces pétroliers viennent de Russie, contournent la péninsule de Kola et vont longer ces fjords magnifiques de Norvège qui sont très dentelés et qui seraient à peu près impossibles de nettoyer avant 40 ou 50 ans en cas de marée noire. La Norvège a réussi à repousser un peu plus le fameux rail qui longe ses côtes, mais c'est indifférent. Indifférent aussi entre la Norvège et la Russie récemment, c'est le fait que la Norvège se plaint de voir, je pense l'été prochain, celui qui vient, passer, si le projet est toujours maintenu par la Russie, une barge avec une centrale nucléaire qui irait justement des chantiers peut-être de Saint-Pétersbourg à destination de la Sibérie centrale ou orientale. Alors, ils ont des différents aussi en ce qui concerne, alors c'est plus local, l'immigration vue de Norvège, c'est-à-dire le nombre de Russes qui passent en Norvège. Et la Russie s'arrange toujours pour jouer de ces vagues limitées mais réelles d'immigration russe en Norvège comme d'un robinet, vous voyez, qu'on ouvre et qu'on ferme en fonction de l'évolution des différents ou des disputes d'ordre politique. La Russie et la Norvège, pour terminer, c'est vraiment une réponse extrêmement lapidaire, ont été associés avec la France et avec Total dans ce projet d'utilisation d'un des plus grands gisements gaziers de la mer de Barents, qui se trouve à 400 ou 450 km au large, qui est relativement profond. Et ce projet, qui était à la fois techniquement norvégien, russe et français, a été suspendu, sinon abandonné, compte tenu d'un certain nombre de difficultés. Et on l'a bien dit, compte tenu des difficultés économiques, c'est-à-dire que pour ce qui concerne le gaz et le pétrole, encore plus pour le pétrole, ce sont des investissements en Arctique à très long terme dont on n'est pas tout à fait sûr. Le professeur Geoffroy a très bien dit les aléas qui pesaient sur les cours des matières premières, en fonction notamment des évolutions politiques ou des évolutions économiques ou des nouvelles découvertes géologiques. Et vous avez vu d'ailleurs, etc. On est très prudent à l'égard de tout cela. Et donc le gisement de Stockmann, pour l'instant, qui devait d'ailleurs, c'est intéressant, qui devait profiter de l'excellence française de Total et de l'excellence norvégienne de Statoil. Donc, parce que les Russes ne savent pas faire tout seuls. Donc, vous voyez, c'est des débauches de réponse à votre question tout à fait intéressante. La Norvège, en tout cas, restera un pays clé pour l'Arctique, pour une raison simple, sa géographie. Parce que le jour où il y aura une route transpolaire d'été, estivale, peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, elle sera promontoire, un balcon, et le pétrole, le gaz ou d'autres choses, ou des marchandises, bien sûr, passeront devant elle. Et ça, si vous voulez, c'est un balcon de l'Atlantique, mais qui communique directement à l'Arctique. Merci. D'autres questions? Avant de passer la parole, je voudrais dire qu'il y a un amical pot derrière, donc restez encore un petit peu pour poser des questions. Et nous serons tout à fait ravis de vous accueillir dans ce pot. Donc, d'autres questions? Juste un élément complémentaire sur la Norvège, pas dans le cadre de ses relations avec la Russie, où j'ai pas grand-chose à ajouter, mais il faut bien avoir à l'esprit que la Norvège va être de plus en plus en tension, notamment du fait de groupes environnementaux, de groupes écologistes, dans l'exploitation de ressources dans des environnements susceptibles d'être risqués. Parce que le paradoxe de la Norvège, c'est d'avoir évidemment un modèle économique qui historiquement est fondé, en tout cas au cours de ces dernières décennies, sur l'exploitation du pétrole et du gaz, d'être très très engagé dans la mise en œuvre de l'accord de Paris et dans la transition énergétique. Ça s'observe sur par exemple le subventionnement des véhicules électriques. Il n'y a pas un pays qui à cet égard peut se comparer avec la Norvège. Et donc, mais tout ça conduit à des tensions internes de plus en plus vives sur le terme jusqu'auquel il sera possible de soutenir cette transition schématiquement en exploitant des ressources fossiles. Alors lorsqu'il s'agit de faire du business as usual, c'est-à-dire de continuer à exploiter les ressources qui sont en cours, ça crée moins de tensions que dès lors qu'il s'agirait d'aller exploiter plus dans la zone arctique. J'ai cru comprendre que récemment, une décision avait été prise par une autorité norvégienne qui avait débouté une association qui justement pointait ces questions.
D'autres questions? Oui, monsieur? Pardon. Oui, Barbara Kuhn, vous vouliez rajouter quelque chose peut-être? Allez-y. Peut-être juste quelques remarques supplémentaires sur les relations entre la Norvège et la Russie. Je crois qu'en ce moment, il y a vraiment deux sujets sur l'agenda, disons, entre la Norvège et la Russie qui causent problème. Le premier, c'est depuis à peu près un an, il y a des Marines américains qui sont stationnés en Norvège, ce qui est inédit, parce que durant toute la guerre froide, la Norvège avait toujours cette politique de ne pas accepter de bases militaires étrangères américaines sur son territoire, justement pour ne pas embêter la Russie. Donc depuis 2017, on a un stationnement, c'est un peu comme dans les Pays-Bas, c'est-à-dire qu'officiellement, ce n'est pas permanent, mais bon, ils sont là quand même depuis assez longtemps. Et puis, très récemment, il y a un ressortissant norvégien qui a été arrêté par Moscou et accusé d'espionnage, ce qui n'est pas non plus très bon pour les relations, pour le dire ainsi. De manière générale, je pense qu'en Norvège, on voit vraiment cette double approche, c'est-à-dire à la fois, on tente d'éviter de calmer Moscou, et quand vous allez à Oslo, vous allez souvent entendre que la réassurance dans le Nord, c'est avant tout la réassurance de la Russie, par exemple, donc on essaye vraiment d'éviter les provocations. De l'autre côté, vous voyez clairement dans la dernière loi de défense norvégienne qu'on investit pas mal dans des capacités militaires qui visent notamment à surveiller cette région du Nord. On achète des sous-marins, des avions qui permettent vraiment de surveiller les zones maritimes. Et ça, bien sûr, c'est pour surveiller la Russie. Et même à l'intérieur de l'OTAN, le pays qui pousse depuis bien avant l'annexion de la Crimée, d'ailleurs depuis 2008 au plus tard, qui vraiment pousse pour un rôle accru de l'OTAN dans l'Arctique, c'est bien la Norvège. Bonjour, justement dans le prolongement de ce que vous disiez, ça reste un terrain d'affrontement entre les deux puissances, donc de la guerre froide, Russie, enfin Union soviétique, et donc les États-Unis, où s'invitent la France, entre autres, les Britanniques et les autres puissances nucléaires qui possèdent des SNLE. Oui, un CNLE, un sous-marin nucléaire. Sous-marin nucléaire, lanceur d'engins, pardon. Enfin. La propulsion nucléaire, armement nucléaire. Juste une chose intéressante aussi pour la Norvège, je ne sais pas pourquoi on insiste là-dessus, mais c'est très intéressant. Effectivement, comme le disait Barbara, elle n'a jamais officiellement accepté d'armes nucléaires américaines entreposées durant la période de la guerre froide, comme on dit, et de la détente. Et d'autre part, elle n'acceptait pas de forces américaines sur son territoire. La Norvège, effectivement... l'idée m'est sortie de l'esprit, mais c'était à propos de ce que Barbara disait des 300 Marines américains qui viennent s'entraîner depuis l'année dernière dans des conditions extrêmes en Norvège. Il est évident que c'est mal vu. D'ailleurs, j'ajoute quelque chose dans la réponse. Il y a à Vardø, au nord de la Norvège, un radar d'alerte avancé, petit radar d'alerte avancé américain, assez récent d'ailleurs. L'idée me reviendra pour la Norvège. Oui, c'est ça. C'est quand même très important parce que c'était, évidemment, comme je l'ai oublié, puisque c'était écrit, c'est un des deux points de tangence durant les rapports Est-Ouest en Arctique. Sur les trois points de tangence entre le pacte de Varsovie et évidemment l'Alliance Atlantique, les deux points arctiques, c'était justement qui sont mitoyens, frontaliers, la Norvège et la Russie, le détroit de Bering, évidemment de part et d'autre de l'Alaska et de la Russie, et la Turquie qui n'est pas de notre ressort aujourd'hui. Les trois points de tangence physiques entre les deux grandes organisations militaires, deux des trois étaient arctiques. Et vous avez vu l'importance de l'Arctique pour le nucléaire militaire. Oui, une dernière question. Non ? Oui, monsieur. Oui, une question qui ne se veut pas du tout polémique. Pourquoi la France tient à avoir un ambassadeur pour l'Arctique? Est-elle le seul pays européen à avoir cette attitude? Si c'est le seul pays européen à l'avoir.
Je sais simplement que ça fait partie de tout un programme d'avoir des ambassadeurs thématiques et non pas des ambassadeurs par pays. Bon, mais je ne sais pas très bien si les autres... Vous le savez peut-être, monsieur? Alors, en ce qui concerne le tour des autres pays européens, je n'ai pas en tête, évidemment, les intitulés éventuellement homologues d'une autre. C'est une bonne chose que la France ait un ambassadeur ou une ambassadrice, bien sûr, peu importe, pour l'Arctique, pour les zones polaires. D'ailleurs, c'est pour les zones polaires, pour une raison simple, c'est que nous sommes un pays polaire essentiellement via l'Antarctique, que nous avons quand même en Arctique des chercheurs scientifiques. Je l'ai visité dans l'archipel du Svalbard norvégien, dans la base Ni-Alisund. Nous avons d'ailleurs 2 autres petits centres scientifiques au Svalbard, et nous avons un certain nombre de domaines d'excellence à affirmer en ce qui concerne les pôles. Je vais vous en donner quelques-uns dans un instant, mais l'idée de départ aussi, c'était une idée qui, à mon avis, était aventureuse, je parle à titre personnel, c'était de mettre dans l'intitulé de l'ambassadeur pour les pôles, pourquoi pas, l'ambassadeur pour les pôles, et pour les négociations, donc concernant les pôles, négociations internationales, par l'idée derrière la création de ce poste, ex nihilo, c'était de viser un traité sur l'Arctique. Or, on n'a pas besoin d'être agrégé en géopolitique ou je ne sais pas quoi pour voir que le club des 5, comme l'a montré Barbara, est un club fondamental. En 2008, à Ilulissat, ils ont publié une très courte déclaration en disant, en résumé, c'est chez nous, on fera ensemble, on respectera le droit international, même si les États-Unis n'ont pas ratifié la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer de 1982, et on n'a pas besoin des autres. Donc c'était une erreur de vouloir amener à un traité sur l'Arctique, parce que, il faut bien le dire, le premier ambassadeur des pôles, comme on l'appelle maintenant, l'excellent et regretté Michel Rocard, et ancien Premier ministre, avait en plus de la stature pour cela, regardait vers un traité vers l'Arctique. Il avait été lui-même le grand promoteur du protocole de Washington de 1991 sur l'Antarctique, qui protégeait la flore, la faune, etc., etc. Donc il pensait qu'il pouvait, par homothétie géographique, dupliquer cette vision en droit international d'un traité sur l'Arctique. Il n'y aura jamais de traité sur l'Arctique, et compter sur la mauvaise humeur légendaire des Russes pour qu'il n'y en ait jamais pour les siècles à venir. Bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de toutes ces interventions, et puis je vous convie à ce que nous allions continuer à discuter autour d'un pot.